festival des putschs, contagion régionale, retour des coups d'État. C'est ce qu'on voit dans les journaux depuis récemment, parlant de l'Afrique de l'Ouest. Mais alors pour ceux qui connaissent rien à l'Afrique, ils se disent ouais, de toute manière, il n'y a que des coups d'État et des dictateurs. Mais non. Et c'est pour ça que c'est surprenant, surtout en Afrique de l'Ouest. En gros, depuis les années 90, l'Afrique de l'Ouest, c'était le bon élève, c'était la démocratisation, c'était tous les espoirs. La décennie 2010 avait été un peu plus mouvementée entre recul et avancée démocratique. Mais alors depuis 2020, on a eu 2 coups d'État en moins d'1 an au Mali, coup d'État dans le coup d'État, et 2 au Burkina en moins de 8 mois. Ça paraît assez énorme. Bon, on peut aussi compter la Guinée ou le Tchad, mais je vais rester que dans l'Afrique de l'Ouest sahélienne. Donc à partir de ça, aujourd'hui, je vais vous faire un décryptage en 3 étapes sur comment faire un coup d'État et qui sera le prochain sur la liste, peut-être. C'est parti. Et donc j'ai identifié 3 éléments. Si tu as les 3, plus de chances de réussite. Premier élément, si tu veux réussir ton coup d'État. Savoir rassembler autour d'un mal commun pour avoir le soutien de la population. Et donc, le mal commun, c'est quoi? Au Sahel, c'est pas difficile à trouver, la crise sécuritaire. Parce que ça fait depuis maintenant plus de 10 ans qu'une partie des populations sahéliennes connaissent dans leur quotidien les villes assiégées par les djihadistes, pénuries, prises d'otages, fusillades, embuscades, etc. Et plus récemment, actuellement au Burkina, 40% du territoire est sous influence djihadiste, notamment aux frontières avec le Mali et le Niger. Et donc, on a vu un véritable basculement dans les mentalités. C'est-à-dire que il y a quelques années, on pouvait être encore en train de se dire il nous faut un président démocratiquement élu, des élections libres et transparentes, etc. Alors que maintenant, la priorité numéro 1, c'est la sécurité. Trouver un homme fort, qu'il soit civil, militaire ou quoi que ce soit, pour mettre fin à cette crise sécuritaire. Donc on n'est plus dans l'idéologie de la démocratie, mais on est dans un besoin pratico-pratique de la sécurité. Mais il ne suffit pas seulement de s'appuyer sur ce mal commun. Si tu veux réussir l'étape 2, il faut aussi trouver l'ennemi commun. En gros, la personne, la chose qui explique pourquoi on est dans une telle galère, quoi. Et donc, vous le savez bien, les militaires ont su habilement jouer sur le rejet de la France. Rejet qui s'explique naturellement par le passé colonial, mais surtout par l'enlisement des opérations Barkhane et Serval. Il faut savoir que le débat s'est ultra polarisé sur le sentiment anti-français. Ce qu'on peut lire à droite à gauche, globalement, c'est que certains pensent que taper sur la France, c'est de la démagogie, que c'est la cible facile, que c'est un peu la forme de bouc émissaire, tandis que d'autres pensent que le colonialisme n'a jamais fini et qu'il faut rompre avec cet impérialisme français et tendre éventuellement la main à la Russie. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une forme de souverainisme africain qui est en train de se développer, une volonté d'être indépendant, de diversifier ses partenaires, mais que le tout est très facilement instrumentalisable. En tout cas, appuyer sur le rejet de la France, c'est redoutablement efficace, comme on a pu le voir au Burkina, avec notamment le dernier coup d'État en septembre 2022. Pour ceux qui n'ont pas suivi, les putschistes avaient annoncé en prenant le pouvoir que l'ex-putschiste Damiba s'était réfugié au sein de la base militaire française Camboissin. Sauf que ce n'était pas vrai, mais ça a suffi pour attiser la colère des foules et des manifestants qui sont venus manifester et donc légitimer entre guillemets la prise de pouvoir par le nouveau putschiste Ibrahim Traoré. Et donc là, stop, petite pause. Je suis la communauté internationale, j'ai vu un gars là-bas qui a pris le pouvoir, mais il n'était pas tout à fait seul. Il y avait quand même pas mal de manifestants avec lui, non? Est-ce qu'il faut condamner ou pas? Et donc c'est là tout le paradoxe. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant devant un coup qui est qualifié non pas d'un coup d'État militaire, mais militaro-civil? Et c'est donc ça qui les rend redoutablement efficaces. On ne peut pas ignorer tous les manifestants qui encouragent ces putschistes. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est l'avis de la population? Une fois que tu as réussi à avoir le pouvoir, qu'est-ce que tu fais? On va arriver au 3e point, qui est de composer avec les forces en présence pour pouvoir rester au pouvoir. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut que tu puisses gérer ta population, ton armée et la communauté internationale. Et ça va jouer pendant et après le coup d'État. Pendant le coup d'État, il faut t'assurer que ça ne dégénère pas en guerre des clans, en guerre civile. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire du président sortant? Le but, c'est vraiment de chasser l'ancien président ou putschiste sans faire de vagues. Et c'est pour ça que ce qui est assez drôle, c'est que maintenant on va voir qu'on va appeler ça des démissions forcées, mais des démissions. Et c'est ainsi qu'on a pu voir qu'au Mali, Ibeka ou au Burkina, l'ex-putschiste Damiba ont accepté de démissionner. Alors bien sûr, ça peut être beaucoup plus compliqué quand l'un d'eux est soutenu par un État étranger. Mais là, ce n'était pas le cas. Mais c'est pas fini. Une fois que l'ex-putschiste ou le président a dégagé, il est temps de mettre en place les assises nationales ou le dialogue national. Alors, c'est pas tant national que ça. Parce qu'au final, ce qui est fait, c'est plutôt par rapport à la communauté internationale. Je m'explique. Quand tu arrives au pouvoir, tu as fait un coup d'État.
c'est-à-dire que tout a été dissolu. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a plus de constitution, le Parlement a été dissolu, bref, il n'y a plus d'institution. Et donc, direct, tu tombes dans le radar de la communauté internationale. Donc, tu mets en place ce genre d'événement où tu invites des gens de la société civile, etc. Et tu remets en place, en fait, ces organismes-là. Bon, dans les faits, à l'issue de ce dialogue, on sait très bien que c'est celui qui a les armes, c'est le putschiste qui va gouverner. Mais cet événement est quand même important parce que ça va permettre, en gros, de légitimer le putschiste en disant « c'est moi qui gère la transition maintenant. Je suis peut-être pas le président, mais c'est moi qui gère la transition. » Donc ce dialogue national, assise nationale, est surtout pour l'international, parce que comme je le disais, chez la population, le putsch est assez populaire, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est en mettre fin à la crise sécuritaire. Mais pour la communauté internationale, qui est beaucoup plus regardante, quand ils le veulent, par rapport à la démocratie, ça permet d'avoir une sorte de vue sur l'agenda politique. Et donc, si je peux ajouter une quatrième étape, désormais, une fois que tu as les armes, le pouvoir et une partie de la population avec toi, c'est l'heure du test. Est-ce que tu vas être capable de mettre un terme à cette crise sécuritaire, d'améliorer les conditions de vie de la population dans ces zones-là? Il faudra aussi rendre le pouvoir aux civils, mettre en place une forme de consensus, processus démocratique ou autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si les populations sahéliennes trouvent leur putschiste ou leur président rêvé qui est moins corrompu que les autres, arrive à mettre un terme à la crise sécuritaire, etc., il en faudra pas seulement un, mais au moins 4 ou 5 de présidents dans cette même vibe-là pour pouvoir prendre le dessus sur ce conflit qui n'est pas national mais régional. Merci pour l'écoute et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, tout est possible au pays, tout. C'est possible au pays. Everything is possible in Africa.